demande sur cette enfilade, ce bahut, il veut le retour du living qui agence son temps de vie. Et on voit que le style avant-gardiste, donc moderne, mais de style avant-gardiste, ben, la France, elle est quasiment en queue de peloton, comme l'Allemagne. Le Danemark étant vraiment en tête, et un style fonctionnel, un design fonctionnel, eh bien, on voit que la France, elle est un peu au-dessus de la moyenne, mais au milieu du guet, avec un style, entre guillemets, international, européen. Et c'est sur ce style-là que la déco vient marquer le style du salon séjour encore plus, puisque c'est la déco qui va faire l'ambiance. Alors, les sources d'information, je pense que c'est Stéphane maintenant. Merci. Merci. Donc oui, petit point rapide sur les sources d'information, hein. On a toujours dans nos 10 pays, on a demandé lors de votre dernier achat de meubles comment vous êtes-vous renseigné. Donc tout à l'heure, on a vu hein, que quand on avait le choix entre magasin et Internet, bon, on allait plus facilement vers le magasin que vers Internet. Et bah, pour se renseigner et pour prendre des informations, c'est un petit peu pareil, hein. Concrètement, l'item qui est ressorti en premier, c'est le magasin, hein, avec plus d'un tiers des répondants dans les 10 pays qui nous ont dit que bah, pour se renseigner, ils avaient été en magasin, sachant qu'il y en a 20% qui ont fait aussi magasin et Internet. Donc si on additionne les deux, on a plus de la moitié des répondants qui nous ont dit bah, j'ai été en magasin pour me renseigner, alors que Internet, si on additionne magasin et Internet plus Internet, on arrive à 39%. Donc pour la prise d'information, le magasin reste encore prioritaire, là, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour voir le produit, éventuellement discuter avec un vendeur, avoir accès à des informations qu'on va pas forcément trouver en ligne. Et pour un consommateur qui a du mal à se projeter, c'est important aussi parfois d'avoir un contact et de pouvoir échanger sur le produit qu'il va acheter, surtout si c'est un investissement. Donc, euh, donc voilà, que dire. Après, la France est globalement dans la moyenne hein, sur tous les items. On voit bien que prospectus catalogue, bon, c'est plus la source d'information privilégiée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que bah, on a une grosse dizaine de pourcents dans nos 10 pays de consommateurs qui ont acheté du mobilier sans forcément se renseigner. Voilà, et il y a une part un peu plus importante en France où on est à 15%. À votre avis, si vous étiez dans une démarche d'achat de meubles, qu'est-ce qui vous influencerait le plus? Donc là, parmi les critères qui étaient proposés là, hors magasin, ce qui arrive en premier, c'est les moteurs de recherche, hein. Donc ça reste quand même non négligeable dans la prise d'information. Moteurs de recherche, hein, on retrouve le Royaume-Uni en tête sur cet item, hein, puisque c'est normal, hein, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est que il y a une avance prise par le Royaume-Uni sur tout ce qui est achat en ligne et aussi prise d'informations en ligne. Suggestion d'un proche, en moyenne, c'est 22%, c'est un peu moins en France. Donc le bouche à oreille est plus efficace et fonctionne mieux en Espagne qu'en France, par exemple. Les publicités à la radio, ça reste à 7%. Médias digitaux, pareil, 7% en France, mais 10% en moyenne. Et puis les mailings SMS, là où on arrive à des résultats très bas, où c'est pas là effectivement que le consommateur va renseigner, qui va prendre ses infos et qui va prendre sa décision. Voilà. Après, vous remarquerez que le total ne fait pas 100%. Donc il y a quand même, parmi les suggestions qu'on avait faites aux consommateurs, il y a quand même 27 et 22, ça fait 50, 60, 70. Donc il y a quand même un tiers des gens qui, pour se renseigner, n'utilisent pas et ne se sentent pas influencés par ces moyens de communication, par ces moyens de prise d'information. C'est la même chose hein, en ce qui concerne cette autre question qu'on leur a posée. On leur a demandé s'ils allaient être plus sensibles à la publicité des marques ou alors aux recommandations d'approche ou alors aux influenceurs. C'est à la mode en ce moment. Donc, publicité des marques, ça, voilà, il y a 25% des gens en moyenne qui se disent que bon, bah, ils pourraient être influencés et qui seraient en tout cas sensibles à la communication des marques. Mais ça reste moins, alors en France c'est pas vrai, mais en tout cas sur la moyenne des 10 pays, ça reste moins marqué que le bouche à oreille et que les recommandations d'un proche. Donc effectivement, à voir, c'est peut-être là effectivement que rentrent en compte des choses, alors c'est pas forcément des proches, mais en tout cas les avis qu'on peut trouver en ligne ou les avis Google ou ce genre de choses qui là vont être importants. Et en tout cas, il y a un vrai rôle du bouche à oreille dans la sensibilité du consommateur et voilà, de l'expérience qu'il aura eu en magasin et de ce qu'il pourra en tout cas en restituer à ses proches. Donc, comme pour la question précédente, hein, l'avis d'un proche, c'est surtout prégnant en Espagne plus qu'en France et plus que la moyenne des pays européens.
Et puis en ce qui concerne le mobilier, si ça marche sans doute pour les produits de beauté ou ce genre de choses, les influenceurs, ça reste quand même plus que marginal sur le marché du meuble. Et ce qui là est intéressant aussi, c'est que là, si on additionne les trois pourcentages, on arrive autour de 60% sur la moyenne des 10 pays. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des gens interrogés qui ne sont pas particulièrement sensibles ni à la publicité des marques, ni aux avis de leurs proches, ni aux recommandations éventuelles des influenceurs. Voilà, je sais que Christophe, tu voulais, toi, commenter ce tableau, donc je te repasse la parole. Oui, c'est extrêmement important parce qu'on voit que marque et proche, c'est quand même deux items qui sont importants. Et tout à l'heure, quand on parlait de développer et gérer une communauté d'une marque avec, comment dire, ses clients ou les gens qui sont sensibles à la marque, ben, ça favorise énormément et c'est bien perçu par le consommateur. Donc là, on a un travail. Et sur les proches, on voit que maintenant, en dehors simplement des notations des étoiles sur Google ou tous les systèmes de notation du consommateur, on a de plus en plus de plateformes qui se mettent en place, qui favorisent d'une manière automatisée le parrainage de quelqu'un qui est content et donc qui va parrainer des amis avec des bonus ou des cadeaux à la clé. Et dans un métier où on a un problème de trafic qui est évident, plus on est spécialisé, utiliser la marque avec l'univers proche au sens large et le parrainage est un des éléments importants pour rebooster le trafic en point de vente. Quand on regarde donc les plus influençables et les moins influençables, on voit bien que la France, elle est au milieu du gué, hein, et que les plus influençables sont deux pays d'Europe du Sud qui sont très sensibles aux marques et aux proches, hein, et que des pays du Nord sont, comment dire, moins sensibles aux marques et aux influenceurs. Sur les influenceurs, on a un biais aussi parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de travail d'influenceurs sur le métier du meuble. Mais je ne sais pas si vous avez regardé, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je ne sais pas si vous avez regardé depuis 9 mois le rôle d'une marque de literie qui vient d'Allemagne. Bon, ben, ils ont été blacklistés par Que Choisir. Ils ont fait un virage à fond et ils sont partis faire un deal avec Squeezie sur les réseaux sociaux influenceurs. Et leurs scores sont plutôt pas mal. Donc on voit bien qu'il y a une partie de la population, et puis bon, quand vous regardez une partie des résultats des élections du week-end dernier, il y en a certains pareils qui ont utilisé des réseaux d'influence qui n'ont rien à voir avec les réseaux d'influence politique habituels / TikTok. Concernant vos recherches de mobilier, après avoir cherché des informations sur Internet, lorsque vous recevez ensuite des publicités de différentes marques correspondant à vos recherches, vous diriez que, parce qu'on le sait très bien, quand on va se loguer, quand on cherche de l'information, maintenant il y a tout un tas de systèmes qui viennent nous pousser de l'information en permanence. Ça vous incite à acheter, en fin de compte, par rapport à la moyenne européenne, les Français se sentent un peu plus agressés quand ils reçoivent une publicité qui est un peu poussée, hein. Ça vous est égal, là les Français nous disent, bon, en fin de compte, ça ne me touche pas. Et ça vous dérange, on est quand même à presque un tiers des Français qui disent ça me dérange. Donc là, on a un travail à mener aussi d'une manière un peu plus délicate de communication vis-à-vis du consommateur, parce que pousser de l'information en Italie, ça fonctionne. La pousser en France d'une manière un peu forte, une fois que le consommateur allait sur Internet et avoir des pop-up qui s'ouvrent en permanence parce qu'on a été repéré, le Français, il n'a pas l'air d'apprécier ça vraiment beaucoup. Lorsque vous regardez l'offre en ligne de mobilier, qu'est-ce qui vous inciterait ou vous incite à vous rendre en magasin? Stéphane le disait, on le sait tous, hein, un tiers, c'est se rendre en magasin. Et là, c'est intéressant parce qu'on a réellement un consommateur européen. Regardez, les écarts ne sont pas violents, entre 27 et 37. C'est-à-dire que ce réflexe d'aller en magasin est quand même un élément qui est très important. Mais après, juste derrière, pouvoir emporter les produits tout de suite, donc ce côté, et là la France, elle a été un peu biberonnée à la grande distribution du meuble à emporter, donc quand une partie de cette grande distribution dit, pour une question financière et de stock, j'aurai moins de produits à emporter et puis vous les aurez dans quelques jours, ça pose quelques petits soucis. Et pouvoir vérifier les prix, on voit que la France est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qu'elle est en magasin aussi, c'est pouvoir vérifier que le prix sur Internet et le prix en magasin est raccord, et c'est là où le travail en Angleterre de John Lewis ou le travail actuel du Baldi est intéressant. C'est que quand je flash un QR code en magasin, j'ai instantanément la cohérence entre le prix magasin et le prix
sur Internet et je risque pas de me dire, ah bah tiens, j'ai vu le prix plus ou moins élevé ici, j'ai un ajustement automatique, même si les étiquettes magasins ne sont pas électroniques et qu'elles sont papier. S'il y a une erreur magasin, on applique automatiquement le prix le plus bas. Lorsque vous regardez l'offre en ligne de mobilier, qu'est-ce qui vous inciterait à vous rendre au magasin? Conseil de vendeur, on voit qu'on a du boulot de formation. Hein, là, je dis rien de plus, mais franchement, on a un énorme travail pour nos amis des centres de formation. C'est-à-dire qu'on a un capital humain et on l'a vu dans le configurateur. Dans le configurateur, sur certaines questions, les gens nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés et donc le développement de ce vendeur augmenté, tout le monde investit dedans, mais on a encore plus d'investissement à faire parce que 80% des Français se renseignent en ligne avant de se rendre en magasin ou avant d'acheter. Et du coup, le vendeur, on a besoin de l'augmenter. Et là, que le conseil du vendeur, et on voit bien, Royaume-Uni, on est passé sur le web, donc en fin de compte, on s'en fout. En Autriche, on est sur des grandes surfaces plus tradies, on est un peu plus intéressé par le vendeur, mais là, on a du boulot. Et la mise en ambiance, ça, le Covid nous l'avait montré, toutes les enquêtes Covid l'avaient montré, le consommateur n'arrive pas à se projeter. Et du coup, s'il va en magasin, c'est pour avoir des idées, c'est pas pour avoir un cimetière de matelas où il y a des parallélépipèdes rectangles alignés sur plus ou moins de centaines de mètres carrés. Donc, raconter l'histoire, mettre en scène, donner des idées aux consommateurs, c'est quand même là. Et la première raison d'utilisation d'un configurateur, c'est pouvoir visualiser son projet. Le troisième point, c'est le devis. Et on est arc-bouté sur des notions de prix en disant je vais être trop cher, etc. Le consommateur français et le consommateur européen n'arrivent pas à se projeter dans la proposition qu'on peut lui faire. Donc certains font des mini-appartements depuis des années, et en ce moment, il les surdécore. Hein, on n'a jamais vu autant de poupouilles et de décorations dans ces enseignes-là, hein, mais en mise en scène d'appartements. Mais il y a une personnalité du magasin avec cette mise en ambiance qui est au même niveau d'intérêt pour le consommateur que les conseils du vendeur. Donc les cuisinistes, ils ont fait un énorme boulot parce que quasiment toutes les grandes chaînes de cuisine ont réduit le nombre d'expositions pour faire des cuisines plus waouh, avec une mise en scène, avec plus de personnalité. Et puis eux, leur rôle, c'est de faire du sur-mesure, écouter le client, proposer un projet. Mais toute la maison est allée dans ce sens, est en train d'aller dans ce sens-là, y compris le jardin. On l'a bien vu chez nos amis de la Foire de Paris cette année, avec l'univers du jardin qui est de plus en plus sublimé. Avis de consommateur sur tel magasin, eh bien, vous voyez que par rapport au conseil du vendeur, eh bien, l'avis du consommateur est à relayer parce qu'il n'y a pas de petits critères pour redoper notre business sur le marché du meuble. Avis client, bah, on voit bien là que, comment dire, moyenne européenne, la France est dans la moyenne européenne. Et là, on voit que les Anglais qui sont habitués à la vente catalogue et à la vente sur Internet, eh ben là, les petites étoiles sur un site Internet, ça marche à tous les coups. Les proches, vous voyez aussi, la France est dans cette moyenne européenne. Remise, donc là on voit que la remise quand même est importante chez nos amis italiens, annoncée, comment dire, par le français, elle est là, mais en réalité, on sait bien qu'il aime quand même bien ça parce qu'on l'a bien malheureusement fortement élevé. Et puis, le bouche à oreille dans votre démarche d'achat, jamais pour la moitié des Français qui disent non, moi en fin de compte, je m'en moque. En résumé, sur les résultats de cette étude, on a des choses extrêmement clivantes sur les résultats. Alors ça, c'est un slide, on m'a dit, on le met pas, on le met pas. Hein. Moi, j'ai dit, on le met. Parce qu'en résumé de l'étude, qu'est-ce qu'on a comme enjeux fondamentaux? Un, on ne peut pas se cacher que Amazon a mis un pied chez nous. Et Amazon, ce n'est pas du meuble pour décorer, monter en gamme, etc. Pour l'instant, c'est du meuble fonction. On voit bien dans les études qu'on mène sur la chambre, sur le séjour et sur les autres pièces de la maison, c'est plein de petits meubles fonction que des acteurs comme BM en discounter ont commencé à préempter. Eh bien, c'est le réflexe d'un consommateur parce qu'un des freins d'achat en ligne, c'est la livraison. Quand je suis Prime, j'appuie sur le bouton, j'achète mon chevet à 45 €, il arrive. Si j'ai besoin d'un produit standard. On sait qu'il y a 10 ans, Amazon a sorti une collection de produits essentiels fonctionnels qui était la copie parfaite des best-sellers d'IKEA. Ça a été un bide. Hein. Mais là, quand on commence à avoir un consommateur qui dit « je pense à lui pour »,
ben, on a intérêt à se secouer surtout sur le côté service client. Parce que qu'est-ce qui fait la différence d'Amazon dans la tête d'un consommateur? C'est le client est réellement roi, c'est-à-dire qu'il achète, il n'est pas d'accord, il renvoie. On dit rien. J'ai fait le test il y a 15 jours sur un produit de bricolage. Entre cet acteur-là et un autre grand acteur du e-commerce, manque de bol, l'autre grand acteur du e-commerce a eu un problème de livraison. Ça fait 15 jours que j'attends qu'on me réponde. Il ne se passe rien. Chez Amazon, vous envoyez un message, garde à vous. Alors, le fournisseur, ça lui coûte une fortune, parce que le contrat est rude. Mais le client, au milieu de tout ça, il est roi. Donc ça va venir bousculer notre marché. C'est très clair. Et quand on voit que Wayfair, qui est un acteur pure player, ouvre à Chicago 14 000 m² de waouh mise en scène, on se dit que bon, il y a eu des tentatives. Wayfair en Europe, ça marche pas. En Allemagne, ça marche pas très bien. Home24 en marketplace, c'est pas terrible. Mais on sait qu'il y a un potentiel d'achat en ligne avec un point de contact magasin. Ensuite, c'est évident, vers plus de mobilier configurable en séjour et chambre. Là, les industriels sont prêts. Les fournisseurs de configurateurs sont prêts. La distribution n'est pas encore vraiment prête, parce qu'il ne suffit pas simplement de mettre un truc en magasin. Il faut le facteur humain, la formation des équipes, la découverte du client est différente, etc., etc. Donc, certains acteurs de la cuisine lancent des nouvelles enseignes pour ne pas être connecté cuisine et parler agencement de la maison. Je vous le disais, le Suédois, il avance à toute vitesse. En Allemagne, il est en train de nous ouvrir plein de magasins de proximité, de petite taille, alors que c'est son premier marché. Donc, on voit bien que là, sur le configurable, il y a un truc qui est en train de se jouer. Il y aura du monde dessus. Et il y aura du configurable qui ne sera pas uniquement pour du haut de gamme, pas uniquement pour du milieu de gamme. Mais on sait très bien qu'il y aura du configurable sur des produits aussi d'entrée de gamme. Pardon. L'occasion, on voit qu'on est à peu près, on a une croissance de l'occasion légère, mais on sait maintenant le poids qu'elle pèse sur le marché, comment on la gère, est-ce qu'on n'y va pas, comment on gère ce sujet-là. Ça change de plateforme, mais ça vient prendre sur le neuf, et on l'a vu, chez les 20-39 ans, c'est quand même un tiers des achats d'occasion, donc il va falloir se positionner par rapport à ça. Et la meilleure façon de répondre à cette attaque, entre guillemets, de l'occasion, c'est de jouer la fonction. C'est-à-dire que le consommateur post-Covid, il veut des usages différents. Donc si je fais la énième enfilade avec les énièmes portes qui s'ouvrent de la même façon et sans plus de fonctions, so what? Je peux le trouver d'occasion. Si je fais un produit qui a d'autres fonctions, qui correspondent et qui a des multi-activités, il y a du télétravail, il y a les loisirs créatifs, il y a eu l'explosion et après la retombée des jeux de société, mais le consommateur range différemment et donc a des attentes différentes en termes d'usage. Et c'est là-dessus qu'on peut essayer de lui proposer. Et puis, l'agencement de la maison, c'est réduire le rythme de l'occasion, parce que ce n'est pas un meuble qu'on pose. Chaque meuble, chaque agencement correspond à un décor et à une structure architecturale. Et puis, dans l'ensemble de l'enquête, on voit quand même que sur les acteurs qui sont sur une offre disponible à emporter, eh bien, une offre disponible est moins chère. On pensait qu'on avait déjà du discount et on avait déjà des prix bas. Malheureusement, on voit qu'il y a une demande et que, vu comment évolue la situation économique, on a une demande croissante de produits disponibles et moins chers. Donc, beaucoup d'acteurs sont dans une situation à l'heure actuelle en grande distribution sur le fait qu'on crée des nouveaux concepts pour essayer de mettre moins de stock en magasin pour pouvoir avoir des charges financières qui soient moins élevées. Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire de ce qu'attend le consommateur quand certains acteurs en ligne sont capables de livrer rapidement? Posons-nous la question par rapport, par exemple, à l'électroménager, ou dans l'électroménager. Eh bien, vous allez dans certaines enseignes d'électroménager, sur le site, on vous dit que c'est dispo. Quand vous arrivez en magasin, on vous dit oui, c'est dispo demain. Parce qu'on l'a, mais sur la plateforme régionale. Et là, ça fait grimper les ventes en ligne de la dispo, quoi. Et je pense que cette gestion des stocks et de l'offre disponible est plus accessible pour une partie des Français. C'est aussi une réponse par rapport à une partie de l'occasion, parce que je rappelle qu'en permanence, malheureusement, sur le Bon Coin, il y a 230 000 matelas en vente, entre 30 et 50 euros pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un matelas à 90 euros.
Donc on voit bien qu'il y a un nouveau marché de la nouvelle pauvreté qui est en train de s'installer sur des produits extrêmement accessibles. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, et j'insiste sur le fait que le Danois qui annonce son développement en France, il est totalement dans ce trip de disponibilité, prix bas, proximité, puisque c'est un action du meuble. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir. Après, on a essayé de faire une synthèse des profils des acheteurs et des consommateurs. Et donc là, le profil des 20-39 ans en France, il est quand même sensible aux marques à 30%, il est sensible aux recommandations, et c'est lui le plus sensible naturellement aux influenceurs. Donc on voit bien que ceux qui font le marché, ils ont cette relation. À 34%, futur achat, c'est configurateur. Quand je vends du meuble à poser et que je dis le configurateur, c'est pas pour moi, il n'y a pas de problème, je m'occupe du reste. Mais celui-là, je ne le toucherai pas. Par des achats sur Internet, 37%. Donc il a ce réflexe d'acheter en ligne. Les enseignes qu'il a en tête quand s'il devait acheter, Ikea, Confo, But, Amazon, Maison du Monde. Donc la liste est quand même nette. 16% préfèrent acheter du mobilier en ligne, mais ça veut dire que tous les autres, ils sont très intéressés par le magasin, donc au magasin de lui raconter une histoire qui correspond. Critère d'achat, le prix, ce qui est un peu logique pour lui, mais le style 35%. Par contre, malheureusement, il a beau avoir 20-39 ans, pour l'instant RSE c'est 5. Et c'est là où on a besoin d'expliquer, de creuser, de rajouter du contenu à ce qu'on raconte, parce que pour l'instant, il n'est pas très open. Et l'occasion, comme je le disais, c'est 33% de ses achats, donc il y a une réelle concurrence. Et quand on lui pose la question, comme toujours, comme on le voit dans la fringue, l'achat d'occasion, c'est pas pour la planète, c'est juste pour son porte-monnaie. Et les plus de 60 ans, alors on a fait des caricatures, parce que moi, quand la designer qui a fait les slides a fait le truc, j'ai dit, attends, je ressemble, j'espère pas trop à ça. Mais sensible aux marques, et c'est intéressant, parce que si vous regardez juste avant, le 20-39 ans est plus sensible aux marques que le senior. Et ça, c'est important, mais c'est des marques qui vont raconter, c'est l'univers des marques qui vont faire que je suis dans une communauté, un sentiment d'appartenance. Ce n'est pas la marque qu'on a connue statutaire. Et c'est là où on a un énorme travail de proximité, de créer une relation avec notre consommateur. Et du coup, on quitte le produit intrinsèque sur lequel on est scotché depuis la fin des années 60 pour arriver à autre chose. Ce n'est pas que la qualité intrinsèque du produit. Donc on le voit dans d'autres domaines. On va faire une enquête pour nos amis de Parlons Literie sur Matelas et Marc, pour la réunion de Parlons Literie en septembre. Et on va poser des questions sur cette relation aux marques, mais sur les zones d'influence pour les consommateurs les plus jeunes, la génération Z. Bon, bien entendu, les plus de 60 ans, les influenceurs, pour l'instant, ils n'en ont pas tellement, même si je pense que si je faisais la même étude sur le bricolage, moi qui bricole un peu, eh bien, je pense que les influenceurs, là, seraient importants. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du bricolage, les Bosch, les Makita, les Ryobi, etc., ont préempté le territoire et ont des influenceurs seniors qui expliquent l'utilisation de leur matériel, etc., etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y en a certains qui ont réussi à prendre ce biais-là. Et ce n'est pas parce que je suis senior que je n'utilise pas le configurateur, puisque 22%. Et rappelons-nous que les plus de 60 ans, ils ont eu... Et les plus de 60 ans, ils ont eu des livings dans les années 70, début 80, et qu'ils ont été habitués à l'agencement de leur intérieur. Ils ne sont pas totalement opposés à l'achat en ligne, parce que c'est 17%. Les enseignes auxquelles ils pensent, c'est Ikea, Confo, But, Maison du Monde. Et on voit apparaître un premier, multispécialiste Bénédicte. Le prix, 51%, le style, 43%. Donc, recréer un univers stylistique en milieu et haut de gamme, on en a absolument besoin. C'est en cours chez pas mal d'acteurs. Et la RSE, par contre, pareil, ça reste faible. Qu'est-ce que je fais pour raconter ça à mes seniors ? Et l'occasion pèse quand même 6%. Par contre, la préférence d'achat en ligne, ça reste faible. En Allemagne, il ressemble à quoi ? Eh bien, l'Allemagne, qui était un pays de marque avec ses cathédrales du meuble où il y avait des mètres linéaires de catalogue des différents fournisseurs, eh bien, on voit bien que les marques ont été un peu perdues dans cette massification de la distribution allemande. Par contre, les recommandations des proches sont importantes sur les plus jeunes et les influenceurs sont aussi très importants. Configurateur, agencer l'espace, optimiser les mètres carrés à l'allemande.
Part des achats sur Internet, 39%. Donc, quand j'ai des acteurs importants de la distribution en Allemagne qui me disaient jamais je ferai de vente en ligne, jamais j'investirai dans une marketplace, etc. Ils ont complètement changé d'avis. Ils ont racheté une marketplace et ils font de la vente en ligne parce que le consommateur le réclame. Hein. Et du coup, on voit en Allemagne Amazon en 4e position. Et le prix encore plus fort, le style et RSE restent au point mort, même pour les 20-39 ans. Et pour les seniors, eh bien, on voit que les marques sont encore moins sensibles, les proches moins sensibles, l'influenceur zéro. Donc on voit là une des difficultés du marché allemand, c'est le fait qu'il y a une baisse de l'impact des marques sur le marché du meuble en Allemagne. Et c'est pour ça que ces grandes cathédrales du meuble, elles finissent par aligner plein de produits qui se ressemblent, parce que le corner de marque fonctionne plus autant. Et avant, on était vraiment sur quasiment le grand magasin avec des corners de marque puissantes, et que là, les marques dans ces grandes surfaces ont plus beaucoup de place pour le consommateur. L'Espagne 2039, marque, proche, influenceur, meilleur score. Donc on voit qu'on est sur un marché qui est complètement en train de changer sur le marché espagnol, avec un configurateur qui est extrêmement présent, mais on le voit bien parce qu'une grosse partie des Espagnols vivent en appartement et il y a un problème de mètres carrés. La part des achats en ligne est très importante. Et là, on voit dans le trio de tête le roi Merlin qui arrive dans les achats, hein, vu le développement de Leroy Merlin un peu partout en Espagne, et c'est un peu lié aussi au configurateur. Et puis le style est en deçà, RSE légèrement au-dessus, et le prix reste quand même extrêmement prégnant sur les plus jeunes. Et puis pour les plus de 60 ans en Espagne, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans les enseignes, on a quand même le Leroy Merlin qui est en bas de la liste. Le configurateur reste présent. Les proches, c'est très très important. Et puis RSE est un des scores un peu les meilleurs de l'étude. Le prix, le style et le meuble d'occasion là sur le marché espagnol beaucoup plus faible, mais historiquement c'est beaucoup plus faible en Espagne. Donc on voit qu'on a un consommateur européen qui commence à se dessiner plutôt sur les 20-39 ans. Ce qui est bien, c'est que c'est ceux qui feront le marché. Le rôle des marques est plus important que chez les seniors. C'est quand même très favorable. Le rôle du style est important. Les influenceurs commencent tout doucement à arriver. Donc, à chacun de trouver ses propres influenceurs. On a une enseigne de meubles et de décoration qui récemment a signé un deal avec 3 influenceurs très, très différents en profil. On va voir ce que ça va donner sur l'influence et sur le redéploiement du business de cette enseigne. Et donc, quand on fait un résumé du profil des enseignes sur les 20-39 ans et sur ceux qui vont faire le marché et sur ceux qui ont fait le marché, eh bien, on voit que on a, un acteur qui est européen, international, qui drive. Et puis après, on voit des spécificités dans les marchés. Et du coup, dans une logique d'équipement des ménages, on ne peut pas ne pas avoir une réflexion en France et en Allemagne par rapport à Amazon qui pointe le bout de son nez. Et sur les 60 ans et plus, eh bien, on voit que la France a un multispécialiste qui arrive, comme les Allemands l'ont avec Hofner, même si Hofner, c'est plus ce que c'était à l'époque avec une offre milieu de gamme très qualitative. Et puis, on voit que l'Espagne est complètement bousculée par une réorganisation et que Corte Inglés sauve un peu sa place et Mercamueble se bagarre depuis l'arrivée de Conforama. Donc, on a vraiment des profils très différents et des cibles de consommateurs très différentes. Il y a un consommateur, vous l'aurez reconnu, hein, vous l'aurez vu. On ne veut pas être lourd sur l'histoire, mais c'est quand même très important. Il y a un consommateur européen par le biais d'une enseigne qui s'appelle Ikea. Du coup, ça fait bouger les lignes sur l'ensemble du marché. Comme cette enseigne, elle a appuyé sur l'accélérateur du configurateur, eh ben, elle a appuyé dessus. Est-ce que c'est elle qui met la tendance du configurateur ou est-ce que c'est une réponse au consommateur? Mais le configurateur fait partie maintenant de la vie de toutes les enseignes. Et tout le monde court après, mais le configurateur ne suffit pas. Il suffit de le voir en ce moment dans les grandes surfaces de bricolage. Si vous avez des configurateurs avec des mises en scène de produits dignes du suédois, mais que vous n'avez pas la main-d'œuvre formée pour accompagner le consommateur, ça ne marche pas. Et on revient du projet au produit. Et en ce moment, dans les GSB, on est énormément axé sur le produit avec des promos
Et malgré les implantations qu'on a réalisées, on vend du produit et on a un mal fou à vendre du projet parce qu'on a décidé de réduire la masse salariale d'exploitation des points de vente. Et voilà sur ce tour d'horizon rapide de cette étude européenne. Alors, on va répondre à vos questions. Je vais déjà prendre 3 questions, même s'ils ont été switchés de la réunion, mais on leur enverra le replay. On a eu 3 questions tout à l'heure à la pause par les personnes qui étaient à distance. J'ai noté ça quelque part. Comment expliquer la différence de l'achat physique vs la montée d'Amazon? C'est simplement que pour l'instant, on n'est pas du tout sur les mêmes typologies de produits. On voit bien, nous, dans les déclaratifs consommateurs, qu'Amazon, c'est l'achat d'un produit fonction basique qui sert, j'ai besoin d'un truc pour ranger mes chaussures, j'ai besoin d'un petit bureau pour télétravailler, etc. etc. Ce n'est pas forcément le moins cher, hein, mais c'est dispo et la livraison est comprise. Donc, ce n'est pas le même marché. On est sur un marché, pour l'instant, d'équipement vis-à-vis de cet acteur. Sur la taille des magasins, il n'y a pas de différence selon les âges, même les plus jeunes veulent des magasins plus grands. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que toutes nos enquêtes montrent que, et on va le voir là avec Vincent Grégoire dans la petite enquête qu'on va faire cet été pour Parlons Literie, quand on est jeune, soit on achète parce qu'on a besoin d'une fonction et on s'en fout complètement, mais la maison, et avec ce qui se passe en ce moment, la maison va jouer à fond sa valeur refuge. Je suis chez moi, j'ai envie d'être cocooné chez moi, et les jeunes n'ont pas de repère d'aménagement de la maison. Et du coup, ils ont besoin d'essayer, ils ont besoin de toucher, etc., etc. Et du coup, ils ont besoin de cette expérience magasin, de cette mise en scène stylistique. Donc, ça, c'est extrêmement important de voir que beaucoup de difficultés à se projeter. Et RSE, est-ce que l'affichage environnemental ABCDE peut faire bouger les lignes? Bien, il y a 1 an, on avait fait une enquête consommateur sur ce que j'appelle le Nutri-Score du meuble. Hein. On avait vu que ça pouvait intéresser le consommateur, mais que ça ne l'amènerait pas à avoir une décision franche et marquée. Moi, je pense que ça fait partie de notre travail d'éducation du consommateur. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment les effets de l'index Home de Leroy Merlin, etc., parce qu'on est en situation aussi budgétaire tendue. Mais je pense que tous ensemble, informer le consommateur sur la réelle qualité intrinsèque du produit d'une manière simple, sur la qualité de l'air liée aux produits qu'il utilise, etc., etc., ça ne peut être que bon pour recréer de la valeur sur notre marché. Donc, je pense que ça sera un élément de plus. Par contre, il ne faut pas que les étiquettes deviennent monstrueuses parce qu'on commence à avoir tellement de trucs sur les étiquettes. Le QR code nous aidera à avoir plus d'informations faciles grâce au fait qu'on flash avec son téléphone l'étiquette en magasin. Maintenant, je vous donne la parole si vous avez des questions. On vous a assommé avec plein de stats, hein, on vous avait prévenu. Laurent. Tiens. L'étude, là, les tri qui ont été faits là, on a le, ouais, le terrain, il s'est terminé mi-mai. Moi, j'avais plutôt une question sur les arbitrages consommateurs au niveau de la France et de l'Europe. Comme tu as montré tout à l'heure qu'en fait, les Français s'orientaient plus sur un design plutôt neutre, fonctionnel. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des arbitrages autres sur d'autres postes budgétaires et que vous auriez pu identifier, alors via d'autres analyses, hein, versus les Européens finalement? Vers quoi ça se reporte en fait? Renforcer l'esprit stylistique et la réinterprétation des styles. C'est-à-dire que plus la situation est anxiogène, plus on a de difficulté à proposer un style design avant-gardiste. Il faut de la réassurance, ou alors il faut des codes très forts, des marques pour rassurer et rappeler que ce design pointu
est basé sur une histoire, sur un contenu qui rassure le consommateur. Mais pour l'instant, on n'a pas d'arbitrage en défaveur de la maison. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les tous les premiers slides, les Français, on était super contents des scores qu'on a fait post-Covid, on a super bien vendu, mais on a moins bien fait que les Européens. Et que du coup, il y a une stratégie d'offre énorme à mettre en place pour inciter le consommateur à être mieux. Mais pour l'instant, on n'a pas d'arbitrage défavorable. On voit les arbitrages entre mobilité et maison qui sont toujours en faveur de la maison. Alors, nous qui travaillons tout le temps avec nos amis de l'Institut français de la mode, équipement de la maison, équipement de la personne, là vous voyez la situation de nos amis de la mode, c'est réellement équipement de la maison qui prime. Loisirs, là, Jean Viard, il a fait un super édito après le week-end de l'Ascension, où il a dit le week-end de l'Ascension avec tout le monde qui s'est barré, et moi, le premier, j'ai mis pour la première fois 11 heures pour aller à Roscoff, c'est de la folie. Mais au final, il expliquait ça comme c'est un trait de l'émergence et un côté caricatural de l'économie de loisirs. On est en train de basculer dans une autre société et que du coup, l'acquisition d'un bien pour un bien, eh bien, on est en train de basculer à autre chose. Et du coup, vouloir vendre plus de meubles à poser et encore plus, parce que notre métier depuis fin des années 60, c'est plus de volume pour plus de valeur. Là, on est tous face à une situation, et l'étude européenne montre que non, c'est fini. Et si c'est des volumes basiques non différenciés, ça risque de passer par des acteurs du web, dont Amazon, qui sait bien faire. Et du coup, comment on se positionne par rapport à ça? Mais malheureusement, le bazar du week-end dernier et les semaines à venir va renforcer une maison valeur refuge et va renforcer une partie de notre marché sur le milieu et le haut de gamme, ainsi que le taux d'épargne, parce que les gens vont s'occuper de chez eux, parce qu'à l'intérieur de la maison, en famille, avec les amis, ben c'est moins anxiogène qu'à l'extérieur. Et du coup, là, je pense réellement que Maison Valeur Refuge, on est parti d'ici au présidentiel sur un boulevard d'arbitrage en faveur de la maison, pas forcément sur l'entrée de gamme, mais sur le milieu de gamme, c'est à peu près évident. Et si on réussit à coupler ça avec les marques, l'influence et l'explication de la qualité d'usage du produit et de la qualité intrinsèque du produit, on peut réellement reprendre la main sur l'évolution de notre marché. Pour l'instant, on est en mode pause, parce que vous voyez aux petits camarades de la bagnole, de la fringue et tout, personne ne va de trafic. Et attention à une chose, c'est si on n'a pas assez d'identité, ou si notre identité coûte trop cher, on se retrouvera peut-être dans le cas de l'électroménager. J'étais avec un acteur de l'électroménager il y a quelques jours, il m'expliquait que les MDD dans le blanc, depuis le début de l'année, ça a explosé. Donc si par exemple dans la cuisine, je coupe MDD plus configurateur, plus vente en ligne, plus produit basique de 1,40 m, meubles électro, je risque d'avoir, comme certains ont commencé à l'annoncer en pub, des solutions cuisine intégrées de 1,40 m qui ne vont pas coûter cher au mètre linéaire, mais qui vont venir équiper les foyers. Et on voit, le bricolage était parti sur la cuisine montée, sur une montée en gamme. Quand vous traînez dans les grandes surfaces de bricolage en ce moment, c'est que de la promo sur du kit basique. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous avez des données ou des études au niveau des paniers moyens Internet et puis paniers moyens magasin? Alors, on n'a pas posé la question dans l'étude. Hein. Par contre, on sait qu'en France, là, il y a une distorsion totale, puisque, comment dire, pour l'instant, Internet est essentiellement sur une offre de premier prix, à part comment dire, des acteurs comme Tikamoon qui réussissent à créer de la valeur tout en vendant en ligne, mais on voit bien qu'ils ont besoin de revenir aussi dans une réalité magasin. Mais pour l'instant, l'écart est extrêmement fort. Quand je suis dans des produits de grande distribution, je suis proche, mais dès que je monte. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de produits réellement configurables en ligne. Et par exemple, en grande distribution, ce qui fait la création de valeur, c'est de configurer. Parce que mon mètre cube de particules, il passe de 10 à 70. C'est tout simple, c'est un produit sur mesure. Donc, on va avoir de la spécialisation de la vente en ligne, comme on a de la spécialisation de la vente en magasin.
Et on ne voulait pas trop assommer notre consommateur européen, on lui a déjà posé pas mal de questions. Et du coup, on y allait slowly. Mais par exemple, sur des perceptions de prix dans l'univers de la chambre, on va publier d'ici 15 jours, 3 semaines, une étude sur le marché de la chambre en France. Et on a des déclarations de prix d'achat par le consommateur, que ce soit en literie, que ce soit en meubles. Et on voit bien que, comment dire, il y a une tension sur la perception du niveau de gamme. On est en ce moment dans une position où on doit reprendre, comme sur les vieilles Volvo, on doit mettre la surmultipliée après la période Covid qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que on est sur une stratégie d'offre. Si on attend simplement que le consommateur soit en demande, notre marché risque de rester relativement flat. Et cette stratégie d'offre, elle passe en priorité quand même. Alors les critères RSE, malheureusement pour l'instant, il ne les comprend pas, mais par la marque, par l'influence, par les proches, le parrainage, et par le style et la mise en scène magasin, c'est-à-dire on voit bien que cette omnicanalité, ne pas être déçu quand je passe du site internet au magasin, c'est essentiel pour le consommateur, ça paraît évident. Et puis si j'arrive en magasin, il faut que je puisse pousser à un peu plus de 12% le rôle du vendeur. Et là, j'ai fait coup sur coup pendant 15 jours des retail tours avec des clients Paris, région parisienne, sur des magasins Branchoul, Place Victoire, et puis Saint-Dié des Bois plus rudes, hein, et Lieu-Saint et Rony Tobus. Et les distributeurs avec qui j'étais quand on a visité ces magasins-là, hein, je les emmène dans mon minibus et on se fait le tour de tout ça, ben, ils étaient stupéfaits. Pourquoi? Parce que dans 90% des magasins, les vendeurs nous ont rien dit. Pourtant, on arrivait en meute. Ils ont personne, et en plus, quand on vient, ils ne s'intéressent pas à nous. Donc, il y a quand même un peu de boulot. Bon, alors si, à Saint-Duhavel, on ne peut pas mettre un pied chez un multispécialiste sans sentir le couteau à proximité, mais c'est une autre méthode. Voilà. D'autres questions? Alors, vous aurez donc, comme on vous a dit, tout. On va vraiment, parce que on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on va faire le tri en enlevant toute la grande distrib pour voir si les critères bougent. Et ça, on vous le fournira. Et puis, on vous donne rendez-vous. Tu as la date du colloque en décembre? Le président s'en rappelle peut-être? Parce qu'on a un conseil d'administration en même temps. Attendez, je cherche en même temps parce que ce serait dommage que vous ne notiez pas. Et on vérifiera la technique, mais on avait tout vérifié. C'est la première semaine, je crois, non? Ouais, ça doit être le 5. Ouais, le 5. Voilà. Le 5 décembre, de 10h à 13h, normalement ici, mais autour de la gare de Lyon, on aura le colloque annuel où on fait le point sur les 10 mois de l'année et on va choisir une thématique comme chaque année spécifique. On n'a pas encore décidé avec le conseil d'administration de la thématique qu'on allait aborder. Voilà, on vous remercie tous pour votre participation présentielle. Puis pour ceux qui ont le temps, eh bien, en sortant, ça sera indiqué, vous avez un ascenseur directement au rooftop, et il y a un cocktail déjeunatoire, même si vous avez 10 minutes, 15 minutes, vous aurez de quoi manger et vous sauver. Si vous avez plus de temps, profitez de cette belle journée, c'est quelque chose qui devient rare en France. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et un très beau, une très belle assemblée générale à nos amis de la Mouvement français, puisque c'est cet après-midi, donc très belle assemblée générale à nos industriels français.